DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de The Fabelmans, le dernier film de tonton Stevie, Steven Spielberg, Love Cœur avec les doigts. Ça y est, ça commence direct. Après vous avoir exposé toutes nos attentes autour de ça, Béa sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film. Ma team de cinéphiles. Clémence est là. Hello. Salut Clémence. Kevin. Bonjour. Bonjour Kevin. Et on a aussi le William qui est là. Salut. Salut William. On prévient tout de suite que ça va être 100% spoiler, donc voilà, éloignez-vous si vous n'avez pas vu le film. En tout cas, foncez le voir et revenez nous écouter. On va tout de suite se lancer, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, The Fabelmans. On va d'abord résumer l'histoire de la vraie réalité. Alors vous avez vu qu'il n'y avait pas d'histoire imaginée, tout simplement parce qu'on ne s'était pas imaginé d'histoire, étant donné qu'on avait bien capté que c'était un film autobiographique sur la vie de Spielberg, et qu'on avait plus raconté sa vraie vie. Mais qu'est-ce que le film, lui, raconte sur toute sa vie à Spielberg ? C'est la roue de la chance, vous le savez. La roue de la chance, on la lance, ça donne un nom. Et le nom qui en sort, il résume le film. La roue de la chance. Ça tourne. Clémence, allez, ça c'est la loi des séries, ça. Ça c'est le karma. Ça, c'est le karma. Trop vanté Ok. de jamais être sorti à la roue de la chance. Maintenant, c'est toi tout le temps. C'est pas difficile. C'est la vie de Spielberg, sa jeunesse. Tu vas pas t'en tirer comme Il n'y ça, a pas de Clémence. dinosaures. Mais quelle partie, comment, qu'est-ce que ça raconte? On veut Alors, tout savoir. Le film commence avec le jeune Sam, quand il a à peine 10 ans et que ses parents l'emmènent pour la première fois au cinéma, ce que tu nous avais raconté, Romain, quand on avait fait la BA. Il va voir le plus grand chapiteau du monde. C'est ça, le plus grand chapiteau du monde? Sous le plus grand chapiteau du monde Ouais. en français, The Greatest Show on Earth. Voilà. Et en fait, il est très très marqué par la scène du train, avec ce carambolage entre une voiture et un train. Et donc après ça, sa première obsession, c'est effectivement d'avoir un train sur rail chez lui. Et une fois qu'il a le train avec tous les wagons, il se met à refaire la scène et à la filmer avec une caméra. Et en fait, il a déjà du talent pour faire ça. Il est déjà hyper appliqué et inventif pour refaire cette scène. Donc sa mère est assez époustouflée, il lui montre et tout dans son petit placard et c'est très touchant. Et puis à partir de là, en fait, on suit vraiment la suite de sa jeunesse avec toujours un peu une caméra entre les mains, avec ses groupes de potes scouts. Il fait ses premiers films, ceux dont on avait parlé, des films de guerre, des westerns. On voit tous les petits trucs qu'il invente pour les coups de feu, etc. Voilà. Et puis en même temps, on suit en fait tout ça sous forme un peu d'un mélodrame familial parce que il y a sa passion du ciné, mais il y a aussi son lien avec ses parents et ses sœurs. Et on voit petit à petit que ses parents, c'est pas le couple si parfait que ça, même s'ils sont tous les deux à leur manière attentionnés vis-à-vis de lui. Et qui s'estiment chacun l'un l'autre. En fait, leur couple bat un peu de l'aile et on va arriver à un moment un peu clé du récit où en fait Sam se rend compte que par un film qu'il a filmé, un film de vacances où il y a ses deux parents et aussi le meilleur ami Benny, meilleur ami du père. Seth Rogen, et il se rend compte qu'en fait il y a un truc entre Benny et sa mère. Et là c'est un peu pour lui le choc. J'avais dit que c'était. Et c'est ce qui va, en vrai, par rapport à sa filmo, c'est effectivement ce qui va évidemment reboucler avec tout ce qu'on a vu dans ces films, tous ces questionnements autour des parents qui laissent un peu leurs enfants livrés à eux-mêmes, ces parents qui sont un peu démissionnaires ou qui sont séparés. Voilà, parce que c'est un truc qui l'a quand même vachement marqué. Ouais, voilà, c'était bien résumé ça. Oui, c'était bien. Voilà, la roue de la chance, bien choisi. Moi, je propose qu'elle le fasse à chaque fois maintenant. Voilà. Non. Oui, tu peux supprimer la roue de la chance et puis c'est Clem Ce qui sera qui- Clémence, quoi qui, qu'il arrive, ouais. la Clémence de la chance. Ok, voilà, c'est The Fabelmans égale Spielberg, hein, évidemment, ça, c'est pas une surprise. Ça résume plutôt bien sa vie, même si c'est très bien mis en image. On imagine que voilà, c'est toutes les grosses parties de son enfance. Ce film, qu'est-ce qu'on en a pensé? On va d'abord comparer la BA qu'on s'était faite, nous, dans le dernier épisode, avec le film. Et c'est le douille ou pas douille, vous savez déjà. C'était une douille. C'était pas une douille. Cette BA de Fabelmans qu'on s'était faite, elle avait enchanté tout le monde, si je me souviens bien. Mais bon, alors quand même, la question douille ou pas douille, Kevin?
C'est pas une douille. Pas une douille. C'est pas une douille, c'est un chanteur aussi en version longue. J'aurais bien. William, douille ou pas douille? Bah tout pareil, pas douille. J'ai eu le film que j'attendais. Ah, ça a kiffé déjà. Clémence? Pas doux. Pas douille, enfin, pas douille ma couille. Attends, et moi je vais vous dire, moi. Alors, Douille. Quoi? Ah ouais, c'est une grosse douille. c'est encore mieux que dans douille, tes douille, plus beaux rêves. ultra méga positive. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais kiffé la BA, mais le film, tu te rends compte que la BA elle est trop bien construite parce que ça te met juste quelques petits éléments, mais c'est tellement puissant à voir dans le film. T'as tellement plus de choses que tu t'imaginais. C'est incroyable. C'est fantastique. C'est tout ce type d'adjectif-là pour qualifier ce film. Romain, tu sens que tu vas avoir une analyse tout à fait partielle, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Impartial. Impartial sur Steven Spielberg, Bien vous sûr. savez. Bah oui, non, mais oui, voilà. Bon, bah la BA était enchanteresse, le film l'est 100 fois plus. C'est évidemment un énorme padouille autour de la table. Spielberg qui vit juste, encore une fois, parce que pour préciser, le premier film qu'on avait fait de lui ici au sein de l'émission, c'était West Side Story, et on était sortis de la salle pareil, hein, des yeux pleins d'étoiles. Qui veut se lancer? Je sais que c'est dur d'en parler parce que c'est vrai que c'est un film qui joue beaucoup sur les émotions et que c'est un film duquel on a du mal à mettre des mots justement sur ces mêmes émotions. Qui veut quand même lancer le truc, et puis après on sera bien dans le bain, on va pouvoir discuter. Vous voulez, je lance, parce que personne vas-y. ne voulait commencer. Tout le monde était là. Allez. Moi, je veux pas commencer. Moi non plus. Fallait pas commencer. Je commence. C'est parti. Alors. Non, c'est vrai que c'est dur de parler de ce film parce que je trouve que c'est vraiment un film qui se vit avec le cœur. Dans le sens où c'est l'essence du Spielberg, quoi. C'est Spielberg best-of dans ce film-là. C'est tout ce qu'on aime chez lui, sa mise en scène, sa manière de travailler la lumière, sa manière de travailler le cadre, les Spielberg fait, si on a tout le temps, au service, sa direction d'acteur, les émotions, etc. Tout ça, c'est au service finalement d'une histoire qui est personnelle mais universelle en même temps, je trouve, et c'est ça qui est beau. C'est comment en tant que, déjà premièrement en tant que gamin tu te construis, comment en tant qu'artiste tout ce que tu vas vivre tu vas le construire aussi avec ton regard, comment ton regard inconsciemment sans que tu le contrôles devient une caméra, dans le cas de Steven Spielberg en particulier, donc de Samuel, comment tu vas pouvoir entre guillemets te venger ou retourner une situation à ton avantage, un événement à ton avantage, en utilisant ton art. Et je pense là au film de vacances qu'on voit vers la fin du film où il va transformer un de ses bullies en héros, en dieu du stade, ce que le mec va mal prendre en plus, alors que voilà, en fait il se le réapproprie, il se les reconstruit, le gars, tu vois. Et finalement c'est ça qui est beau en fait dans ce film, je trouve, c'est qu'à chaque fois il te montre, et c'est aussi je trouve une démarche qui est assez honnête quand tu fais une autobiographie, il te montre que de toute manière tout ce que tu vois c'est lui qui l'a reconstruit, et c'est une manière de le dire aussi, je trouve. Il y a pas mal d'indices dans le film. Il y a un moment où il y a une dispute de ses parents et tu le vois dans le miroir passer avec une caméra alors que en réalité son corps physique est sur les escaliers, etc. Donc il y a plein de trucs comme ça. Que dire, je sais pas, c'est un film qui est d'une sincérité absolue, je trouve, et c'est pour ça que c'est dur d'en parler. Ça transpire d'amour pour sa famille, pour l'art, pour ses parents. Je trouve que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a aussi à traiter ses parents qui sont tous les deux très différents, qui ont tous les deux leurs qualités et leurs défauts assez visibles dans le film, mais jamais il les juge. Ouais. C'est toujours un regard très bienveillant, un regard très compréhensif, et c'est le destin de deux âmes qui étaient finalement peut-être pas faites pour rester ensemble toute leur vie. Et c'est filmé avec une lucidité que j'ai trouvé vachement touchante, étant moi-même enfant de divorcé, tu vois. Et je trouve que c'est... je sais pas, c'est magnifique. Et puis les interprètes, Michelle Williams, Paul Dano, top quoi, ouf. Michelle Williams, j'ai trouvé son personnage hyper touchant. Le singe, il jouait hyper bien. J'avais vu ça. L'acteur qui joue Steven Spielberg adolescent. Oui, j'oublie son nom. Ouais. Voilà, pour moi, c'est la quintessence du cinéma de Spielberg en un film. C'est le cœur qui parle. C'est dur de rationaliser, alors que en vérité, je suis sûr qu'il y a énormément de choses à analyser dans ce film, si tu t'y penches vraiment, mais t'as même pas envie. Ouais. T'as même pas envie de le faire. Et puis voilà. Et j'ai envie de conclure sur petit big up. Petit big up à David. David excellent, Ford. David Ford, très beau. David Lynch qui joue John Ford à la fin. Excellente scène. Et là encore, scène pour moi qui montre bien ce côté... cette profession de foi de Spielberg qui dit, écoutez, ça, cette anecdote que je vous dis, peut-être qu'elle est fausse. C'est ce côté de... C'est une légende que je me construis.
à partir de mon souvenir, mais je vous la donne de la meilleure manière que je connais. C'est le cinéma, donc peut-être que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et c'est à toi de décider, et c'est ça qui est beau, je trouve. Et on a un des derniers plans les plus Trop bien. trop bien en même temps, J'ai mais aussi explosé de rire. Oui, Oui, ça m'a fait excellent, penser à toi qui a une haine envers les derniers plans débulés. Oui. Là, pour le coup, il y a carrément un recadrage sur le trépied de la caméra et tout. C'est extrêmement drôle parce que c'est vrai qu'il faut raconter un peu cette scène, mais en gros, Ford il fait une leçon de cinéma à Spielberg en lui disant bon, là l'horizon il est comment ? Bah il est caché vers le bas. Ça il est comment ? Bah il est dessus. Et ça c'est comment ? C'est tout droit. Bon bah voilà. Quand ton horizon il est tout droit, c'est que Non, ton au plan, milieu. Pas au milieu. voilà, c'est que ton c'est de la ton merde. plan il est C'est merdique. chiant. Il est merdique. Et le film se termine sur lui qui s'en va dans les studios à Universal ou Hollywood, on sait pas trop où. Et moi dans ma tête je me suis dit, il vient exactement de lui dire de pas faire un plan avec un horizon qui est au milieu. Et au moment où je me dis ça, la caméra se lève pour mettre l'horizon en dessous, pour rendre le plan plus énigmatique, vu que comme ça, du coup, tu le filmes en contre-plongée. Je me suis dit, c'est tellement drôle parce qu'il a dû se dire, les gens, ils vont anticiper ça forcément, et ça marche pile au bon moment, c'est parfaitement rythmé. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Attends, je peux juste ajouter un truc sur ça. Il paraît que ce dernier plan, il a été fait en post-prod, en fait, le décalage de l'horizon. Ouais, c'est possible. Parce qu'ils n'ont pas réussi, en faisant avec la caméra, à avoir un truc assez maladroit, avoir ce mouvement précis qu'ils voulaient. Et du coup, ça a été fait en Putain, post-prod. l'équipe est tellement pro qu'ils Le mec, arrivent il pas. essaie d'être maladroit, il arrive même Non, pas. désolé, je peux pas. Ça, c'est le classique, on fera ça en post-prod. Non, en Vas-y, fait, William. et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin, je suis assez d'accord avec toi. Ce qui marche parfaitement dans ce film, c'est son équilibre. Comme tu dis, Spielberg, il essaye jamais de te vendre ce qu'il a à te dire. Les personnages sont toujours écrits avec subtilité. Ils sont toujours compréhensibles. Il pousse jamais les potas trop loin. Pourquoi on peut difficilement parler de ce film et dire ce qu'on aimait dedans ? Parce que en fait, il est juste parfaitement équilibré tout le temps. Les acteurs sont jamais trop hauts, sont jamais en dessous. L'histoire qu'il raconte est jamais trop longue. Les passages de sa vie sont jamais trop longs. Tu pourrais te dire, bon là, ce passage-là, j'avais compris l'idée. Il étire un petit peu pour faire du sensationnel. C'est pas le cas. Tu parles de ses parents. Moi, je trouve leur relation extrêmement touchante parce que d'un côté, tu as un père qui est extrêmement scientifique, qui arrive à tout expliquer en plus. Tu comprends que son père est Ça un s'est génie. montré dès le début de la première scène en plus. Son père est un génie, il lui explique la persistance rétinienne à un gamin qui doit avoir 5-6 ans. Donc d'un côté, tu comprends pourquoi Spielberg va peut-être devenir plus tard un vrai technicien du cinéma, justement en ayant toutes ces petites astuces auxquelles personne ne pense, de faire un trou dans une pellicule pour faire un coup de feu, ou la passerelle qui fait sauter le sable pour faire les bombes. Et d'un autre côté, il a une mère qui est extrêmement artistique, très, très éthérée spirituellement, qui l'amène à explorer ses émotions au maximum, et peut-être même du coup qui le pousse aussi à tout voir à travers, comme tu dis, un objectif. Ça peut être l'objectif de sa caméra, ça peut être le miroir à travers un reflet. Plusieurs fois on le voit regarder à travers une loupe, à travers une pellicule. Spielberg il aime faire ça, hein. Il parle toujours de l'autre côté du miroir, et c'est un peu ça, c'est comment est-ce que quand je sais pas gérer mes émotions, je peux les analyser en les regardant avec distance. Et là il met son personnage principal à distance, mais met jamais son spectateur à distance dans ce film, et c'est là où il est parfaitement juste. Ça crée un équilibre qui est génial, parce que tu prends à la fois la distance du personnage et du coup tu t'absorbes pas tout en pleine face, mais tu es suffisamment intégré dedans pour tout ressentir au premier degré. Je trouve qu'il écrit même les persos qui sont un petit peu loufoques, qui pourraient être un peu trop, ils sont justes. Je pense notamment à sa copine Ultra Cato, tu vois, cette scène elle est à mourir de rire. T'as l'oncle Boris aussi qui vient et qui... Voilà, j'allais y venir, pour moi qui est la meilleure scène du film. Et tu parlais justement de ce jugement à la famille qui n'est jamais présent. Ça répond vraiment en écho à cette scène-là. C'est-à-dire que Boris, il arrive, il dit « Ta famille, elle va te haïr. Tu vas tout voir à travers ton art et tu n'auras pas le temps pour ça. Tu n'auras pas le temps pour ces bêtises d'émotions, d'énergie perdue dans tout ça. Toi, ce qui va compter pour toi, c'est de faire ta création. » Et je pense que Spielberg, il a longtemps ressenti ça. Et je pense que c'est pour ça qu'en partie, pendant très longtemps, il a été embrouillé avec son père, avec sa mère, avec sa famille. C'est que quand t'es génial parce que tu t'investis tout dans ton art et tu mets un peu tout le reste de côté, parce que c'est comme ça que tu deviens génial finalement, c'est en donnant absolument toute ton énergie là-dedans. Et je pense que je pense que ce film, ça a été aussi une manière de dire à sa famille, quoi qu'il arrive, je vous ai aimé du début à la fin. Et comme tu dis, Paul Dano, moi c'est un de mes acteurs préférés. La séquence de fin, cet arrêt sur l'image là, quand il voit la photo, et il y a une transformation physique du personnage et une compréhension de son fils aussi d'un coup, qui lui dit tu veux arrêter la fac, arrête la fac. Et t'as capté dans ce plan que l'ombre derrière lui, c'est pas son ombre ? Ouais.
Ah non bon mais J'ai pas fait Ouais, attention. en fait, ça, j'ai vu passer des trucs après coup. Il y a ce fameux plan un peu en contre-plongée où il regarde la photo et il est là, il regarde au-delà de la caméra dans sa tête. Et derrière, il y a une projection de la fenêtre, on voit un cadre de lumière et il y a son ombre qui est normalement ça devrait être l'ombre de sa tête à lui. Sauf qu'en fait, quand tu regardes l'image arrêtée, c'est pas l'ombre de sa tête, c'est la coupe de la mer qui est très reconnaissable. Waouh, C'est la t'as tête vu de la ça, mer. putain, bravo. Je sais pas, Bah, je l'ai vu après dans des articles, mais du coup, c'est très bien fait parce qu'à ce moment-là, il pense à elle, il ça regarde donne la envie de photo revoir. où elle vit pareil, sa vie. j'ai lu aussi l'article dont on parlait. Je trouve le film parfaitement équilibré. Je trouve la manière qu'il a de nous raconter les événements tellement intelligente, et même quand il l'étire un petit peu, par exemple la séquence dont tu parles de l'oncle quand il se rend compte que son oncle Benny il est particulièrement proche de sa femme, de sa mère. Incroyable séquence. Il faut savoir qu'il t'a déjà mis des indices tout au long du film. Et moi, je me disais déjà dans la tête, sans connaître l'histoire de Spielberg, ok, là il y a un schmilblick entre les deux. Comment est-ce qu'il va nous le présenter? Est-ce qu'il va nous le présenter par le fils qui surprend sa mère? Non, encore une fois, il nous met tout à distance. On est suffisamment impliqué parce que cette séquence, elle est incroyable. Il y a la musique, il y a le montage, il y a les ralentis, il y a tous les codes du pathos. Il n'y a pas un dialogue. Il y a mais pas... à distance et sans dialogue. Et bah, c'est génial. Moi, vraiment, c'est un de mes Spielberg préférés. Ouais, vraiment, c'est la quintessence même de son art, quoi. Quoi de mieux que de parler de sa vie à lui avec toute son expérience, qu'il réussit à insuffler toute son expérience et tout ce qui fait le cinéma de Spielberg, que ce soit ses cadres, que ce soit ses transitions, que ce soit sa collaboration avec John Williams ou encore le directeur de la photo qui fait encore un travail incroyable, des acteurs fantastiques. Et en plus, parce qu'on le remarque sur ses derniers films, qu'il a quand même un amour pour cette époque-là, les années 60, 70, que ce soit West Side Story, que ce soit Patagon Papers. Je mets à part Ready Player One qui se passe dans un futur... Ready One. Mais il réussit en plus avec tout ça mis... il le met dans son four à lui, breveté par lui, Spielberg, et le Spielberg four, il te sort un truc qui réussit à te rendre nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Ça, c'est un truc de fou furieux. Moi, j'étais là, je regardais le truc, je fais, mais je suis né 30 ans plus tard que ce qui se passe à l'écran, et je suis quand même nostalgique de ce qui se passe là, quoi. C'est dingue. C'est un magicien, c'est un vrai magicien, quoi. Clémence. Ouais, je trouve que en fait, c'est même pas pour moi qui rend nostalgique d'une époque que j'ai pas vécue, c'est que quand je suis sortie du film, j'étais nostalgique d'un monde à la Spielberg par ses yeux à lui. Je pense que ça renvoie exactement à ce que disaient Kevin et William sur le fait que ce qu'il montre de sa vie, c'est par ses yeux. C'est son prisme de créateur. Et il nous immerge tellement dedans. On connaît en plus déjà son style par tous les films qu'on a vus de lui, mais là, c'est en effet la quintessence. Et quand j'en suis sortie, en fait, c'est comme si la réalité était trop fade. Non mais c'est vrai, ça m'a vraiment fait cette sensation. J'étais trop nostalgique du film en tant que tel et de ce monde-là et de cette famille-là, quoi. Pour moi, je crois que ça aurait pu durer 10 heures. Ça m'aurait allé, en fait. Je me disais pareil. Ouais. Pendant ma séance, je me disais, mais ça peut durer encore 4-5 heures, je m'en fous, je reste, quoi. Je suis trop bien. Mais aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que bon, déjà, il y a un mélange parfait d'émotions entre ce qui est touchant, un peu triste, assez dramatique, mais aussi de l'humour, énormément d'humour, notamment quand il est lycéen avec les autres et tout. De la facétie aussi quand il brise un peu le 4e mur et qu'il justement il reprend ses propres gimmicks et tout qui s'adresse à nous spectateurs. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'il y a une variété de scènes très différentes. Vous le disiez un peu, c'est qu'il y a autant des scènes très très fortes comme celle avec l'oncle Boris qui est du pur discours, où c'est vraiment très écrit et là le discours est juste sans faute, quoi. Moi aussi je trouve que c'est une des scènes les plus fortes du film, quoi. Le personnage est incarné en une scène, après il disparaît en plus, et puis ce qu'il dit c'est fort, en fait, c'est important, ça parle à tout le monde, c'est universel, c'est même quand t'es pas artiste ou que t'es pas réalisateur, en fait ça te parle parce que ça parle de passion. Et je trouvais ces scènes-là magnifiques, mais il y a aussi, comme vous disiez, la scène qui est sans un seul mot, où il découvre, en regardant le film qu'il a fait de sa famille, il découvre la relation de sa mère et de Benny. Bah là, c'est tout l'inverse, il n'y a pas un seul mot, mais j'ai apprécié qu'ils prennent le temps de développer autant cette scène. Enfin, il nous fait rentrer vraiment dans l'esprit du jeune Samy qui est bouleversé. En plus, le montage est impeccable, quoi. Enfin, l'alternance avec les parents qui sont dans le salon, elle au piano, lui sur son journal. Enfin, c'est waouh, quoi. Cette scène, elle est trop parfaite. Et je dirais même que cette scène est parfaite et celle d'après aussi. Enfin non, en fait, il y a un enchaînement de scènes qui est masterclass dans le film. C'est celle où ils sont encore en vacances et où la mère danse. Enfin, la scène où elle danse dans les phares de la voiture, en fait, c'est juste magnifique, c'est onirique.
Moi, j'étais pas sûre d'avoir déjà vu du Spielberg comme ça dans ses autres films. Peut-être dans AI, mais un truc aussi, aussi poétique, quoi, et aussi sensuel. Rencontre du troisième type, il y a des trucs un peu comme ça dans la lumière. Mais aussi sensuel, tu vois, je veux dire, même par rapport au corps de sa mère et tout. Je trouve ça incroyable. Ensuite, donc il y a la fameuse scène où il monte son film et où il découvre le truc. Et ensuite, il y a en troisième morceau du triptyque le moment où il lui avoue qu'il a vu et où il lui montre dans le placard, comme il a montré son premier film. Il lui montre ce qu'il est rush, qu'il a laissé de côté, où il a vu qu'elle était avec Benny, quoi. Et on ne voit qu'elle à ce moment-là. Ah là là, mais comme on a déjà vu ces images, il va pas nous les remontrer. On est juste sur Michelle Williams qui regarde le film. Et dans la symbolique, c'est fort parce que c'est littéralement le secret caché dans le placard, tu vois. Ouais, non, mais franchement, moi, ça m'a détruit, en fait, cet enchaînement de scènes entre la mère et le fils. C'était incroyable. Et aussi, un personnage assez secondaire, mais qui m'a énormément touchée, c'est la sœur la plus grande. Ouais. Parce que justement, ces réactions tellement justes, quoi, de jeunes filles, par exemple, quand la mère danse dans les phares et qu'elle est ultra gênée, et c'est la seule à être gênée, j'ai adoré. Ou après, il y a une toute petite scène entre elle et lui, quand leurs parents se séparent. C'est la petite de Once Upon a Time, je sais pas si vous avez fait gaffe. C'est la même gamine qui donne la réplique à Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time. Ah oui, avec des lunettes. Ah oui, c'est parce qu'elle est blonde dans Once Upon a Time. Non, elle est brune aussi. Non, c'est la même, c'est juste qu'elle a 4 ans de plus, quoi. Oui, en fait, la seconde scène dont tu parles, ce qui est très fort, c'est que elle vient valider ce qu'a dit l'oncle Boris un peu plus tôt, quelques années du coup plus tôt au jeune Spielberg, qui lui dit ta famille va de moins en moins te comprendre, et va te trouver trop détaché, trop investi dans ton art. L'art va te déchirer. Exactement, c'est exactement ce qu'elle lui dit. Il fait comment tu peux continuer à monter ton film après la séquence qu'on vient de vivre alors que les parents viennent de nous dire qu'ils vont divorcer. Mais c'est un sacerdoce, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en termes de sacerdoce, le fait qu'il il transfigure en effet les gens qui l'utilisent comme acteurs involontaires de ses films, c'est aussi incroyable, ça, avec la scène du lycée à la fin, là, qui est énorme. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est aussi en termes de discours universel, je sais pas, en fait, juste moi, ça m'a bouleversé ce que lui dit sa mère aussi à la fin. En fait, les deux dernières scènes avec sa mère et avec son père, et celle avec sa mère, ils sont dans la cuisine ensemble, et elle lui dit en gros, en substance, écoute ton cœur. Ça paraît un peu neuneux comme ça, mais en fait la manière dont elle le dit, dont c'est écrit, je me suis dit waouh, c'est tellement beau. C'est beau parce que comme elle-même elle a dû le faire et qu'elle a vu tout son cheminement, parce que moi par exemple cette scène où il lui montre la vérité dans le placard, la manière dont il filme le visage de l'actrice, moi dans ma tête je me suis dit ça se trouve elle se rend même pas compte qu'elle a déjà des sentiments pour Benny. C'est plein de choses un peu, tu sais, plein d'actes inconscients qu'ils ont entre eux. Oui, et parce en fait, qu'elle-même, elle s'éveille à son désir. Et elle-même, en fait, elle en prend conscience en se voyant à travers les rushs. Et c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et du coup, si c'est le cas, je pense pas. Je pense qu'en fait, dans le film, il joue plus sur le côté merde, je me suis fait griller par mon fils. Mais en imaginant que ça puisse être le cas, tu verrais vraiment tout son cheminement de j'en prends conscience, j'essaye le compromis marche pas, et je fais mon choix et j'écoute mon cœur. Et à la fin, finalement, le jeune Spielberg fait pareil. Ouais, parce qu'elle voit à travers son fils une manière aussi, elle, de se racheter la vie qu'elle aurait aimé avoir. D'artiste, bien sûr. Oui, il y a ça aussi. En effet, mais je pense que de toute façon, sa mère, on se le disait déjà un peu par rapport à ses autres films, il l'idéalise plus que son père. Donc là, dans le film, elle est plus mise au centre de manière très idéalisée et iconique, et qui le comprend et qui est un peu comme lui. Et le père, c'est tout aussi beau, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'il ne ment pas sur le fait que son père ne le comprend pas tellement et qu'il est plutôt d'un autre monde. Mais c'est aussi très beau qu'à la fin, il l'accepte. Et puis, on n'est plus dans les tropes classiques de ce genre de film. Quand tu as des conflits familiaux comme ça, on a pu le voir entre la mère, le père, enfin bref, peu importe. Où on a toujours un peu ce conflit qui est là en fil rouge tout le long du film, et tout là c'est vraiment pas le cas, quoi. Tu te dis il y a une communication dans la famille qui est assez mature, tu vois. Ils se disputent pas leur enfant. Ouais, et puis du coup ça nous évite de tomber dans le pathos qui aurait pu aussi être le piège de ce genre de film où on va te sortir les violons et vas-y c'est le moment pour te faire chialer et tout. Non, tu chiales d'émotion, mais l'émotion c'est pas de la tristesse, tu vois. C'est vraiment l'émotion, elle est dans un ressenti. Moi j'étais submergé d'émotion du début jusqu'à la fin, dès le premier plan. C'est ce genre de film qui, tu vois, ça m'a envoyé des frissons tout le long du film, mais pour une scène où toute pleine de soleil, où il est en train de tenir sa petite Super 8 et puis il est en train de rigoler avec ses copains, pour une autre scène où c'est un peu plus on va dire dramatique, où il y a une dispute entre la famille et tout, mais sans être dans le pathos. La scène où elle va voir la tornade, c'est un truc de fou. Chaque scène en fait apporte une émotion qui va venir te faire frissonner, qui est sur l'échelle des émotions, qui est pas toujours de la même intensité, mais tu ressens toujours quelque chose. Et ça, c'est vraiment... Mais est-ce que c'est étonnant de la part d'un metteur en scène qui, dans le film qui parle de lui, te montre une scène où il dirige un acteur qui jusque-là ne joue pas,
Il lui dit écoute, tu viens de voir tes amis mourir et t'es responsable de leur mort. Et cet acteur prend conscience, et il prend tellement conscience de ce qu'il doit faire qu'il en devient touché jusqu'au bout. Et en même temps, plus tard, à la fin du film, il arrive à transformer un mec qui ne joue pas du tout et qui n'est pas un acteur dans un film, et il en fait un héros. C'est la magie du cinéma. Et ce mec te dit ouais, mais mec, tu viens de donner une version de moi ultime que je ne suis pas, et je sais pas comment le vivre. Ouais. Tu vois. C'est fait avec une intelligence, ce rapport qu'il a avec le cinéma et qu'il nous le partage comme ça, sans nous expliquer bêtement. Hein, c'est pas... Il aurait pu bêtement nous expliquer facilement avec des scènes bien construites, mais comment dire, assez un genre de didacticiel, quoi. Très classique, Voilà. très téléguidé. Là, pour que vraiment, le il spectateur suive, réussit à mettre en scène ses intentions dans des scénettes. Là, cette scène-là où le bully se transforme en... Il sait pas trop ce qui lui arrive parce que le cinéma l'a frappé en plein cœur. Même en sauveur. À chaque fois, voilà, il le sauve après. il montre, justement, il montre à quel point l'art est salvateur, en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en transformant son personnage à l'intérieur du film, le mec te dit je ne suis pas le héros que tu présentes de moi, et juste après il va l'être en le protégeant de l'autre mec. D'ailleurs, en plus, c'est rigolo à ce moment-là parce qu'il lui dit ça reste entre nous et tout. Oui. À part si je fais un jour un film sur toi. Et c'est rigolo parce que c'est ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup du bully qu'il a un peu héroïfié, quoi, mais il y a aussi l'autre où c'est vraiment du slapstick, quoi. C'est de l'humiliation. Il l'humilie, mais c'est les codes du slapstick. Et c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que en gros, toutes les petites scènes où il fait des. Qu'est-ce slapstick déjà pour le slapstick, c'est le genre de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, c'est l'humour par le geste, quoi, je dirais. Grosso modo, à l'époque du muet. Et donc, c'est des scènes comme ça, avec cet autre bully. À un moment, il tombe de sa serviette, il essaie de draguer des meufs, ça marche pas, et c'est que des scénettes comme ça, en fait. Et en fait, il le rend marrant, et en fait, il le rend sympathique en même temps qu'il est ridicule. Enfin, que si tu regardais le film sans avoir vu tous les trucs antisémites qui s'est tapé avant, tu te dis que c'est touchant. Tu seras en mode, rigolo ce mec, tu vois. Alors qu'en fait, bon, c'est un salaud, quoi. Mais c'est trop fort comment il te montre la force du cinéma, quoi. En mise en abîme, en mettant du cinéma dans du cinéma. Enfin, c'est Steven. Moi, j'ai bien aimé comment régulièrement, à chaque fois qu'il faisait des films amateurs et qu'il les montrait à son audience, il est toujours à côté de sa caméra. Enfin, le truc là, le projecteur, pardon, pas la caméra, le projecteur qui tourne. Quand il le fait avec les scouts, quand il le fait avec les lycéens et tout, il est toujours là près de son projecteur pendant qu'il... Il contrôle le processus créatif jusqu'au bout, même dans la diffusion. Et tu sens que c'est montré qu'il regarde un peu les regards, les réactions et tout. Enfin, qu'il apprécie ça aussi, tu vois, les réactions des gens qui se voient dans le film qu'ils ont participé à faire, quoi. Puis c'est quand même aussi ultra intéressant de savoir comment... Bon, évidemment, c'est un film, c'est romancé sur certaines scènes. Mais c'est quand même ultra intéressant de savoir comment Spielberg est devenu Spielberg, quoi. Comment c'est cet enfant qui est certainement talentueux, hein, de naissance. Mais comment il a réussi à cumuler de son père et de sa mère le yin, le yang, son père qui est ingénieur, qui est vraiment ultra cartésien, que lui c'est la science et tout. Et en plus ça s'était montré dès le début où on voit juste un plan sur Samy, donc à hauteur d'enfant, où on est juste sur lui. Au début du film, et on voit toujours pas le visage de Michelle Williams ni Paul Dano. Et là, vous reverrez la scène si vous voulez, mais il y a juste un panneau qui se fait sur Paul Dano qui commence à lui expliquer. Alors, le cinéma, c'est 24 images par seconde, la persistance rétinienne, nanana. Et frère, il a 6 ans. Et après, ça tourne sur sa mère qui est là. C'est vraiment côté Ange Démon, tu vois. Sa mère qui est là et qui lui dit. Ça sera juste le meilleur moment de ta vie. Les films sont des rêves. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin de. Tu vois, cette scène, en plus, c'est marrant. Ça fait quoi y a une interview qui est assez connue de Spielberg pour Rencontre du troisième type, où t'as un journaliste qui lui dit votre père était ingénieur, c'est ça? Ok. Et il est informaticien. Votre mère, elle était musicienne, c'est ça? Elle était pianiste? Ok. Et du coup, comment communiquent les extraterrestres et les humains dans ce film? Et là, Spielberg lui dit c'est la meilleure question qu'on m'a jamais posée, parce qu'effectivement, il n'y a pas pensé, mais il communique en faisant de la musique par ordinateur. Et en fait, c'est ses deux parents qui sont là, quoi. En fait, avec ce film, tu te rends compte que le cinéma a toujours intégré dans ses films toutes les thématiques qui lui sont chères. Même là, dans celui-là, c'est un peu en sous-texte, c'est très léger. Heureusement qu'il appuie pas trop dessus, mais il parle aussi de l'antisémitisme qui vit dans les années 60. Et c'est assez marquant dans ce film, puisque, mine de rien, ils en prennent quand même plein la gueule à chaque fois qu'ils arrivent quelque part. C'est en sous-texte, tu te rends compte que c'est quelque chose qui reviendra quand même assez souvent, les enfants harcelés dans son œuvre. Malheureusement. Poésie, magie, moi je trouve ça magique. Voilà. Et par contre, voilà, si on peut parler un peu de ce qui se passe au box-office, quoi. Ah là là. C'est qu'on en avait déjà parlé à l'époque de West Side Story, c'est que là, on arrive à une phase où en fait, on se rend compte que Spielberg est devenu, malgré lui... Has-been. Pas has-been, mais c'est un réalisateur générationnel, quoi. Malheureusement, cette génération, c'est les générations passées qui vont s'intéresser à lui, j'ai l'impression.
parce que le film est en train de bider, clairement. Je déteste ce terme pour parler de Spielberg. Il bide partout, il bide que. Il bide, en fait, c'est surtout les États-Unis en fait là qui sont le maître étalon du truc. Il faut savoir que le film là, il est à un peu plus de 30 millions de recettes alors qu'il en a coûté 40, ce qui est vraiment pas bon du tout. Alors il y a moyen qu'il marche un peu plus en Europe parce que c'est vrai qu'en France, on a souvent sauvé certains réals américains qui marchaient pas trop. À une époque où c'était plus Woody Allen que Spielberg, maintenant il s'avère que c'est plus Spielberg. Sur ses derniers films, c'est plus nous qui sauvons un peu les entrées, tout ça. Mais là, voilà, le public est pas là. Le public, je pense que il est plus avec Spielberg à l'époque où il pouvait rameuter tout le monde. Même si demain, à mon avis, il se mettait à faire un film de SF à la Ready Player One ou à l'Avatar, je sais plus si le nom de Spielberg peut encore faire rentrer les nouvelles générations dans les salles. C'est plutôt triste. Est-ce que les gens, les jeunes générations, après sûrement que si, je sais pas. Je pourrais te faire le discours du vieux con, mais est-ce que les noms des cinéastes ont de l'impact, tu vois, encore pour les générations plus jeunes que nous, que je ne nous considère pas comme vieux. Ouais, c'est vrai que tu as plutôt raison, je sais pas. Oui, trop, mais quand tu regardes, c'est vrai que comme West Side Story a aussi bidé, c'est pourtant deux genres de films très différents. Tu pourrais dire que par exemple actuellement, ce qui bide, c'est les choses qui sont un peu méta et qui parlent du cinéma en tant que tel. Par exemple Babylone, par exemple The Fabelmans. Tu pourrais dire là, les films en ce moment qui regardent ce qu'est le cinéma, ça n'intéresse pas spécialement les spectateurs lambda. L'époque aussi. Oui, peut-être l'époque aussi. Mais du coup, quand tu regardes que West Side Story a aussi bidé, pourtant West Side Story, c'est quand même une comédie musicale qui pourrait attirer autant de monde que La La Land, par exemple. Oui, mais il n'y avait pas de gens en collant. Donc peut-être l'époque. Du coup, c'est peut-être l'époque. Peut-être que les gens, ils sont des... Le registre cinématographique, est-ce que le film autobiographique, c'est un genre qui attire beaucoup de gens aussi? Est-ce que les gens se déplacent au cinéma aussi? Parce qu'il y a aussi le fait que... Là, c'était les vacances, par exemple. Le film n'est pas vendu comme une autobiographie, tu vois. C'est pas la bande-annonce, elle te dit pas découvrez la vie de Spielberg. C'est vraiment, on reste sur The Fabelmans. Donc si t'es pas au courant de ce qui se passe, tu vas voir un film sur l'histoire d'un gamin qui découvre le cinéma, quoi. Les gens, ils disaient boring. C'est vrai. Tu vois, sur les internets. Je pense que je sais plus trop. Je suis même pas. Il faudrait faire le test, mais il faudrait voir si un gamin né dans les années 2000 connaît Spielberg, tout simplement. Alors, je pense que les gamins nés dans les parce années que 2000, Spielberg, on en a parlé jusqu'à ils ont vraiment quand même à fond. vu. Tout le monde a quand même vu Jurassic Park, E.T. Non, il y en a. Je te jure, pour avoir parlé avec des ados, il y en a. Ils ont vu Jurassic World, mais ils savent même pas qu'avant il y a un Jurassic Park. Ah ouais. Mais ça y est, on est vieux, les gars. Ah là là. Tu vois, donc, voilà. Bon, après, voilà, on parle d'un film culte qui a marqué à jamais le cinéma, mais aujourd'hui, est-ce que Spielberg est encore capable de pouvoir redonner au blockbuster le nom que lui-même il a posé sa définition dessus, tu vois? Et après, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Après, non, c'est pas grave parce que nous, on est contentés, évidemment. Non, mais tant que les films... en vrai, c'est pas J'ai peur grave. que les productions d'aujourd'hui, elles se disent bon, Spielberg, il est has-been, faudrait peut-être qu'il passe à la tête, alors que non, c'est pas son champ du signe, il faut qu'il continue à faire des films. Oui, mais je pense qu'il continuera à faire des films. Il a des projets, il va faire un Napoléon. De toute façon, c'est Spielberg, il a quand même un nom, donc il y aura forcément des studios, même des studios plus niches. Et puis c'est un producteur, il produit des trucs aussi. Et il produit, t'inquiète pas qu'il y ait un échec. Spielberg, oui, en plus, à mon avis, il a la trésor avec Amblin et avec DreamWorks, donc à mon avis, il est pas dans la merde non plus, tu vois. Je pense que à la limite, si ça devient un réalisateur plus confidentiel, et par confidentiel j'entends juste que c'est pas des blockbusters, qu'il n'y a pas des millions et des millions d'entrées, c'est pas grave. Parce que il peut aussi très bien faire des films qui vont être en plus réappréciés plus tard. Enfin, moi je vois pas ça comme une fatalité. Écoute, il a eu sa période de réalisateur populaire, maintenant c'est plus un réalisateur d'auteur, auteur entre guillemets, je mets encore des guillemets encore une fois. C'est pas grave en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que c'est dommage qu'à mon avis, comme le bouche à oreille existe pas parce que personne va voir le film, que c'est dommage que justement je suis certain que ce film est universel, peu importe l'époque, peu importe le fait que ce soit un truc autobiographique, sur Netflix, peu importe le fait que ça parle de cinéma, je suis sûr que le film plairait à ces gens qui se déplacent pas parce qu'ils n'ont pas écho que c'est un voilà. Mais peut-être qu'il aura une seconde vie s'il arrive sur Amazon, sur Netflix, mais ce serait dommage parce qu'il n'aurait pas vu au cinéma. C'est dommage, mais au moins il le voit. Un film pareil, ça se voit au cinéma et ça se vit au cinéma. En attendant, il marche un peu mieux en France apparemment. Ouais, en France il marche bien. Parce qu'il nous a fait un beau message très gentil. Ah oui, vous avez eu le message? Hein? Non, avant le film. Alors nous on a eu un truc de ouf. Il nous a dit désolé, je ne peux pas être là, nanana. Mais je suis très heureux. Attends. Non, attendez, je voulais juste recontextualiser que déjà c'était à l'UGC Gobelin. UGC Gobelin. On s'assoit dans la salle. Ça sent la poussière, ils n'ont pas fait l'aspirateur, je tiens à le préciser. Ça commence par face cam de Spielberg chez lui, il pleut d'ailleurs dehors, on voit la fenêtre derrière lui. Il dit hello everyone. Il dit hey, salut tout le monde, merci d'être venu voir mon film, je suis très heureux de vous le présenter en France, qui est un pays qui est très cher à mon cœur, avec des réalisateurs incroyables comme Truffaut, nana qui m'ont inspiré, blablabla. Godard. Oui, il a cité Godard, mais bon, personne n'est parfait. Je cite forcément Godard et Truffaut. Voilà.
Et donc voilà, juste Il simplement. dit ce film est très cher à mon cœur, Voilà, il dit c'est il mon parle film le de plus moi. perso, et tout, puis il dit que le public français a toujours été très important pour lui, parce qu'on a un pays de ciné. Voilà quoi. Donc vous avez pas eu le petit Putain, truc, je suis pensais que jaloux. tout le monde Ouais, l'avait. et en fait, Je l'ai il pas a eu non plus. réussi à nous faire. Moi, il m'a mis de l'émotion avant même que le film commence avec juste son petit message. Je me suis dit, Ouais, waouh, putain. c'est un ouf, il fait un petit Ah, message. dommage. Non, mais moi, la seule fois où j'ai eu un truc comme ça, c'est Guillaume Canet qui est venu nous parler de Nous finirons ensemble. Avant la séance. Salut oui, tout le quand- monde, quand salut il est arrivé. Châtelet, je vais tâter l'ambiance, casse-toi, frère. Non, Je me j'aurais souhaitais adoré venu le voir avoir. à 14h. J'aurais adoré avoir un petit message de Spielberg. Ah, je suis jaloux. Ah, je putain, croyais bien qu'il joué. était. Ah, je pensais que Pourtant, tu l'aurais. j'étais quand même dans la salle Et ça se trouve, il était. la plus fréquentée du monde. Hein. Si ça se trouve, il était Bah, prévu de 2 millions de de- venir à Gobelin. Il est Oh pas là là, venu. j'avoue, ça se trouve, il aurait dû être là. Et on l'aurait pu le voir. Oh là là, selfie. Mais tu sais que moi, c'est mon rêve. Hein. Je vais me confier, j'ai pas envie de mourir sans avoir serré la main de Spielberg, même juste serré sa main. c'est Écoute, sûr que- Romain, les Oscars, c'est dans une semaine. Et Let's Romain, go, je Non, mais prends les pour te billets. dire- Romain, tu m'as déjà raconté cette anecdote. Et le voici. Hello. Non mais tu vois, pour te dire à quel point il est cher à mon cœur, pour te dire à quel point il est cher à mon cœur, lui, pour lui c'est Cécile B2000, pour moi c'est Spielberg. Vraiment quelqu'un qui a redéfini les cartes, redistribué les cartes de ta vie quoi. Si un jour j'étais passé pas dans cette salle où il y avait Jurassic Park, peut-être tu vas savoir qui je serais aujourd'hui, tu vois, mais Tu serais fan de Mouret. peut-être, j'en sais rien. Mais pour te dire, j'en suis tellement attaché à cette personne-là que ça m'arrive souvent de penser au fait qu'il n'est pas éternel et de me projeter dans un futur que j'espère le plus lointain où on apprendra que il est parti, tu vois. Et ça me fait déjà mal au cœur d'y penser maintenant. Alors le jour où ça arrivera, Ça va être un jour douloureux pour toi. Je pense que ça va être un jour quoi. douloureux pour le monde. Pour le Je sais même cinéma pas déjà. imaginer. En Et tout pour cas, le voilà, cinéma c'était aussi, une belle preuve d'amour qui nous a encore fourni là avec un film. J'ai pas les Magnifique. mots, magnifique, Fabuleux. fantastique, C'est un jeu de mots. bouleversant. Merci, Versifiant. j'ai vu. Hein. Je Hein note l'effort. Oui. T'as vu, j'ai poétique. tenté. Hein. Ah ouais. J'ai pas Incroyable. réussi. En tout cas, j'ai pas les mots, mais écoute, peut-être que les journalistes, eux, les ont eus. Oh là là. Bah oui, c'est l'heure de la Oh revue là de là, la presse. revue de Et presse. allez, voyons voir ce qu'on a pensé, les journaleux. La revue de presse. 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 C'est quand j'y repense à ce film, ça me met sur un petit nuage. Je suis bien. Là, je suis dans des. C'est bien. J'ai l'impression d'être dans un énorme marshmallow tout moelleux. Là. Tu sais, Ah. Ah ouais. Ah, c'était vraiment thérapeutique. Hein. C'est super. Mais par contre, la presse, eux, qui ont les mots justes la plupart du temps. Bah la C'est presse, c'est très chiant parce qu'ils ont tous aimé, il y a même pas de sel, il y a rien, personne dit que c'est nul. On aurait bien aimé un peu Putain. les critiquer, ces journalistes qui disent que les films qu'on Il n'y aime a sont même là pas à un chier. petit Arocupsil qui Eh traîne. bah là. même pas, même Eh les ben. Arocs ils ont kiffé quoi. Un petit Figaro qui. Mais même eux, je les ai pas cités mais ils ont aimé. Voilà, bon je vais passer aux notes du coup. Metacritic on est sur 84, c'est plutôt une bonne note. Ouais. Sur Rotten Tomatoes 92. Et sur Allociné, alors là c'est du record, on n'a jamais vu ça, c'est 4,9 sur 5. Ça, j'avais vu passer la news que c'était le film le mieux noté. 4,9 sur 5 en Qui a presse osé ne pas mettre 5 et sur Allociné. 4,3 en spectateurs, donc c'est quand même assez impressionnant quoi. Putain. Et je vais commencer les hostilités entre guillemets par bande à part. Loin d'être une simple biographie, The Fabelmans narre la destinée d'une famille juive américaine des années 50 au début des années 70. Ce qui fait la sève de ce film, si personnel, c'est l'immense tendresse avec laquelle le réalisateur regarde ses personnages, ses parents en tête. Chaque situation, chaque dialogue, chaque expression des comédiens, tous formidables, mention spéciale à la très vivante Michelle Williams, se charge de l'affection du cinéaste, dont on imagine à peine l'état de fébrilité dans lequel ce film, tourné peu après le décès de son père, mort à 103 ans en août 2020, a dû le plonger. Ouh, belle vie, hein, 103 ans. Oui, on l'a pas dit, mais peut-être que Michelle Williams, qui concourt pour les Oscars, pourrait potentiellement peut-être le ravir à Michelle Yeoh. J'y crois pas trop, mais ça pourrait être une possibilité. Franchement, cette année, ça va être dur. Ça hein. va, Il n'y avait hein. pas Michel Yeo devant. Et il y a Kate Blanchett aussi, attention. Mais non. Ah, moi je dis qu'elle est Pas avec favorite Tar, aussi. Hein. Tar, En fait, Kate c'est un bon Blanchett, rôle, depuis que c'est j'ai vu super, Michelle mais- Williams, William. Willy Williams, Willy- 2006. Et Wally Water. non, je pense que du coup, elle est mais ça, on en parlera quand on fera les Oscars. Qu'est-ce Oui. que fait-on? Passons au cahier du cinéma, enfin. Parenthèse Oscar. Passons De la au- place pour les cahiers. Euh, Mais elle, a Ok. elle a déjà eu Michelle Williams, non? Non, je crois oui. Je sais Si. pas. Non. pas. Non. On ne sait pas. On- Si, je crois. Vérifiez-vous chez vous. Clémence va vérifier, elle nous dira ça plus tard. Donc les cahiers du cinéma. Il y a plus d'une raison d'être ému aux larmes devant ce Fabelmans, qui n'est pourtant pas plus un mélo qu'il n'est suspect de chantage à l'émotion. Au soir de sa carrière, Spielberg, comme beaucoup de ses personnages avant lui, rentre à la maison.
Eh ben, ils ont l'air d'avoir dit un petit peu comme nous, hein. Il a parfaitement dosé pour pas aller venir nous chercher et nous tirer les larmes volontairement. Ça, c'est l'expérience. Vous avez pleuré, vous? Est-ce qu'il y a eu larmes? Non, mais il y a La gorge chérie de 3 Il y a fois. eu boule-gorge. Moi, j'ai eu larmes au bord des yeux. Bon, pas Oui, au point que ça moi aussi, coule. au bord. Pas au Mais point là- que ça coule, mais. Ah voilà. oui, genre ça a regardé par l'entrebâillement, quoi. Voilà, je vous Oui, puis voyais pas après, flou. tu clignes un peu et puis ça, Ouais, ça part. se Et dilue. après, elle s'en va. Après, ça revient. Mais c'est ça tout le long, quoi. Moi, j'avais boule-gorge. Mais ça Boule allait. gorge. Ça fait mal la boule-gorge quand tu sors. Moi, j'ai la Après, boule-gorge, j'ai la t'es mal. boule-gorge. Mais c'est pas grave. Ok. Criticat, qu'en ont pensé les chats? C'est chaque semaine, toujours, on se demande. Ce n'est pas un hasard si Spielberg entremêle ici la découverte du cinéma et le divorce de ses parents. Chez lui, le cinéma, c'est au fond la même chose que le divorce, soit une déchirure irrémédiable. En témoigne une idée simple, l'ellipse qui voit passer le petit enfant émerveillé à son double adolescent, bricolant ses premiers cours, s'accompagne de la disparition du bleu de ses yeux innocents, remplacés par des pupilles marrons, dont se dégage une certaine étrangeté que renforce le choix de faire porter à l'acteur, Gabriel Labelle, des lentilles de contact très apparentes. De son premier contact avec le feu des images, Samy garde les yeux brûlés. C'est vrai, il y a Lanty, mais je trouve que ça lui apporte un plus. Déjà je l'ai trouvé très beau, cet acteur. Alors, bêtement. Oui, c'est vrai. Mais en plus de ça, il est performant. Et en plus de ça, à la toute fin, il y a un Spielberg en lui, quoi. Je sais pas, le moment où il est chez son père, là, quand ils sont divorcés et tout. Mini Spielberg, incroyable, dans la coiffure et vraiment très très bon casse, quoi. Je me rends compte que j'avais pas fini la critique. La suite était sur la page suivante. Ah, pardon, autant pour moi. Mais je t'en prie. The Fabelmans, c'est un film solaire et fédérateur, mais aussi plus violent qu'il ne le laisse croire. La violence déborde d'ailleurs dans les films du jeune Spielberg, où se succèdent catastrophes ferroviaires, dents arrachées, gunfight épiques et reconstitution sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Le film est jalonné de fragments troublants et de raccords discrètement terribles, voire cruels, qui lézardent la tendresse et la joie des souvenirs, quand bien même Spielberg reconstitue souvent son enfance avec douceur et drôlerie. Voilà. Ouais. Ce qui est assez vrai. Sortez les caramels mous. GQ. À des kilomètres de l'exercice nombriliste d'un artiste regardant dans le rétro les raisons de sa légende, The Fabelmans ressemble davantage à un exercice réflexif et parfois douloureux sur les manières dont l'artiste peut fédérer, diviser, bouleverser la perception de soi et des autres au travers d'un mouvement de caméra a priori insignifiant et d'images collées les unes derrière les autres. Donc, c'est un film. Un film à 24 images secondes avec une persistance rétinienne de 15, je sais pas quoi. 15 images secondes. 15 images secondes. Tout à fait. L'humanité, bien sûr. Les cocos. Les cocos. Camarade. Je vais arrêter là, non, je peux pas faire de blague. The Fabelmans n'est pas tant une œuvre testament qu'un film matriciel, une autobiographie intime et sensible où Steven Spielberg raconte sa famille, son enfance ballottée de l'Ohio de l'Ohio à l'Arizona puis en Californie. Voilà. Voilà, juste pour faire une petite parenthèse, moi à l'époque où ils avaient annoncé le projet, donc lui il sortait de West Side Story, je crois. Oui. Ou c'était en même temps, enfin bon bref, ils avaient annoncé The Fabelmans, donc moi je vois The Fabelmans, déjà je me dis qu'est-ce que c'est, et je commence à lire, en 2 phrases ils disent ce serait certain, ça part sur être une autobiographie, donc l'histoire de sa vie. Pas confiant, j'étais pas confiant, j'étais en mode ça se repose un peu sur ses lauriers, ça choisit de la facilité, Steven Spielberg, qu'est-ce qui se passe et tout, fais-nous quelque chose, fais-nous un spectacle. T'as médit sur Steven? Bah non, mais j'étais juste pas rassuré sur l'idée que il se contente juste de raconter sa vie, tu vois. Juste non mais à l'époque c'est comme ça que je pensais, en me disant c'est facile, c'est un peu trop facile, écris-nous quelque chose. Et en fait, Et alors, il t'a bien remis à ta place, Romain. Meilleure idée du siècle, ouais carrément. Bah ouais. Rien d'autre, ça y est. Si, les Arocs. Ah. Alors les Arocs, par contre, ils nous ont fait une autre lecture. Je vous préviens. Truffaut. Ok, on s'est trompé de film. Voilà. Truffaut, que Spielberg a casté dans Rencontre du troisième type, hante secrètement The Fabelmans. Et pas seulement parce que le film est comme la suite de Jules et Jim, du point de vue de l'enfant que le trouble maudit aurait pu avoir, ou parce que Samy, excellent Gabriel Labelle, ressemble à s'y méprendre à Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups. Tôt dans le film, c'est une théorie, moi je suis pas d'accord sur la ressemblance. Je suis pas d'accord sur le fait que ça pourrait être la suite de Jules et Jim non plus. Mais tôt dans le film, le jeune garçon reçoit pour Hanouka un train électrique qu'il jouit de faire cracher avant que sa mère, Michelle Williams, ne lui explique le super pouvoir du cinéma, la mise en scène. En filmant et en montant l'accident, lui explique-t-elle, il pourra contrôler le déraillement, se le repasser encore et encore. Voilà la grande leçon truffaldienne. Le cinéma comme art du mensonge organisé, opposé à la vérité en vrac, l'artifice au service de l'émotion que le film va s'évertuer à appliquer et à mettre en crise par une dialectique follement poétique.
Ouais. Le cinéma est un mensonge avant toute chose. L'art est. Mais bon, l'analyse sous le prisme de Truffaut. Truffaldienne, j'ai bien aimé ça. Oui, pourquoi Mais c'est vrai pas. que au tout départ, ce qui a lancé peut-être la passion de Spielberg, parce que lui, ce qui l'a obsédé au départ, quand on le voit dans le film, c'est que il le dit, hein. C'est je veux faire se collisionner ces deux trains tout le temps, quoi. Donc c'est ce qu'il fait, mais sans caméra. Du coup, sa mère lui apporte ça en mode tiens, mets ça dans cette petite boîte magique là, qu'on appelle une caméra, comme ça tu pourras te le refaire tout le temps parce qu'on en a un peu ras le cul de payer des trains. Ça coûte cher, hein, merde. Et ça a créé un truc, quoi. Donc entre guillemets, elle lui a menti, si on veut, en lui disant tu pourras te refaire des accidents tout le temps parce que ce sera enregistré là-dessus, quoi. Et elle a créé un génie. Voilà. C'est un peu ça la leçon, quoi. C'est la force du cinéma, moi je retiens ça, quoi. Incroyable. C'est encore plus fort quand c'est montré par un film. Parce que tu aurais pu lire un livre, tu vois. Mais c'est nul les livres, il n'y a pas d'image. Et pour info, Michelle Williams, elle a été nommée 4 fois comme actrice aux Oscars, mais elle a jamais eu. Ça pourrait être une raison de lui donner. C'est sa 5e fois. Oui, mais Michel Yeoh, il l'a jamais été. Quel Michel va gagner? Oh, c'est vrai que là, c'est... La guerre des Michel. Il y a qui en face, ça se trouve, on est... Les Mitchells contre les Kate. La guerre des Mitchells. Non, mais Kate, on n'en parle pas. Non, mais bien, vous allez voir, vous allez être déçus, c'est Kate Blanchett. Elle est super dans Tar, mais bon, c'est déjà Tar. Non, mais maintenant, qu'on a vu 1000 fois. Non, elle l'aura pas, Kate. Kate l'aura pas. Ouais, le rôle est trop classique. Ouais, elle l'aura pas. Elle est trop évident, alors que Michel et Michel, là, il y a un truc. On vous dira ça voilà, après les Oscars. C'est bientôt là. Dans 3 semaines, dans 2 semaines. Là, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le week-end dans prochain. une semaine. Bientôt. Oh là là. On va se mettre bien. Yes, ça, il y en a trop hâte. Merci Kevin pour la revue de presse. Tout le monde a kiffé un 4,9 sur 5 halluciné. Ah ouais, là, c'est mérité. Je pense qu'ils ont pas mis 5. Juste pour dire, peut-être. Oui, histoire de dire. C'est comme quand t'as 19 et demi à ta copie. Rien n'est parfait, quoi. C'est pour ça. Ouais. Bon, voilà, un film qui a enchanté tout le monde. Allez le voir si, déjà, si vous êtes là, vous êtes fait un peu spoiler sur pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est à voir, quoi qu'il arrive. Faut que vous voyez ça. Si vous n'avez pas vu, on vous conseille évidemment de Fabelmans. C'est fantastique. C'est fabuleux. Mans. C'est une variante de ce que j'ai tenté de faire tout à l'heure. C'est qui est pas mal, qui est mieux. Et ça fait plaisir, voilà, il y a des sourires autour de la table, il y a des étoiles dans les yeux. On aime le cinéma, on t'aime Steven, continue et reste avec nous pour encore faire plein d'autres films avant de nous dire un dernier au revoir d'artiste. Au revoir. Nous aussi, on va se dire au revoir, nous aussi. On arrive à la fin de la pellicule, nous aussi. Quand on match retournera, tout ça, on vous dit ça tout de suite dans l'outro. Mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour du fabuleux The Fabelmans de Steven Spielberg, le seul, l'unique, le grand, le magnifique, le Manitou du cinéma. Je t'aime sur la bouche. Tu peux nous faire la Lara Fabian, s'il te plaît? C'est quoi? Je t'aime, Steven. Je t'aime. Oui. Comme un fou, comme un soldat. Comme une star de cinéma. Parfait. Bravo. Merci. Le chapeau. Le chapeau. La semaine prochaine, on se match retournera un tout autre film, mais qui aussi, parmi ces réalisateurs qu'on aime bien autour de la table, ce sera Darren Aronofsky avec son The Whale, qu'on pourra voir également aux Oscars, parce qu'un Brendan Fraser nouveau nous revient, comme le Beaujolais. Voilà. Bref, on en reparle d'abord dans la BA que vous allez retrouver juste après cet épisode, et puis ensuite c'est match retour, et voilà, vous connaissez un peu la recette. Nous, on est sur Facebook, Twitter, Instagram pour les réseaux sociaux, on est sur toutes les plateformes d'écoute pour tout ce qui est podcast, si vous voulez mettre vos écouteurs dans les transports, au sport, dans la baignoire, tout ça, faisant la cuisine, bref, il y a moyen, mais aussi, on est sur YouTube. Ouais, c'est nouveau. Mais non. Ouais, parce que nous on aime bien faire les choses en retard. On a découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait YouTube. Et sur Dailymotion aussi. Dailymotion, pas encore, bientôt peut-être. Mais venez, ça marche bien YouTube en plus. Venez mettre votre petit pouce, votre petit abonnement, la cloche, tout ça, tu connais. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est des bisous pour la prochaine. Bah oui, bisous. Allez, bye bye, au revoir. Dites pas au revoir. Salut. Ouais, mal poli quoi. Incroyable. Oh là là, Arrivederci. 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 Arrivederci.